L'impossible rencontre chez le roi Merlin 6 mois après les funérailles de ma femme, j'étais encore en plein deuil. C'est alors que je l'ai vue, bien vivante, en train d'acheter des luminaires comme si de rien n'était. Je me suis approché d'elle, les mains tremblantes. Elle m'a regardé avec confusion. Je suis désolé, vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Mais cette voix était identique. La cicatrice sur sa main, tout était pareil. Je l'ai suivie jusqu'à chez elle. Ce que j'ai découvert ensuite a fait s'arrêter mon cœur. Je suis reconnaissant que vous m'écoutiez. Ce que je vais vous raconter a tout changé. Mais d'abord, dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. J'ai enterré ma femme il y a 6 mois. Hier, je l'ai vue chez le roi Merlin. Je sais ce que ça a l'air. Le deuil fait des choses étranges à un homme. Il vous fait voir des visages qui ne sont pas là. Pendant 6 mois, j'ai vécu dans ce brouillard, mais ce n'était pas mon esprit qui me jouait des tours. C'était réel. Jeudi matin, un peu après 11 heures. J'étais dans le rayon électricité du Leroy Merlin de Nice-Lingostière, cherchant des fournitures pour la rénovation d'un entrepôt en centre-ville. Le projet avait du retard. Il manquait des gaines, des boîtes de dérivation, ce genre de petites choses qui bloquent tout un chantier. C'est là que j'ai entendu sa voix. Pas n'importe quelle voix. La voix d'Isabelle. Ce ton frustré particulier qu'elle utilisait quand quelqu'un n'écoutait pas. Je l'avais entendu 1000 fois en 43 ans de mariage. Ma main s'est figée sur la bobine de fil. Non, ce n'est pas ce dont j'ai besoin, a dit la voix depuis l'allée voisine. J'avais spécifiquement demandé des spots encastrés. J'ai posé le fil. Mes jambes ont bougé d'elles-mêmes, me portant vers le rayon luminaire. Mon cœur faisait quelque chose d'étrange dans ma poitrine, battant trop vite. Et elle était là, debout dans l'allée 12, tenant un porte-bloc, discutant avec un vendeur à propos de luminaires, blazer bleu marine, les cheveux plus courts, plus gris. Mais sa façon de se tenir, la façon dont elle inclinait la tête, c'était toute Isabelle. Elle s'est tournée et la lumière du matin a capté son profil. Ma femme, la femme que j'avais enterrée au cimetière de l'Est, la femme dont je ne pouvais toujours pas prononcer le nom à voix haute. J'ai dû dire son nom. Elle s'est tournée et m'a regardé directement. Rien. Aucune reconnaissance, aucun choc, juste l'expression polie et agacée d'une inconnue qu'on dévisage. Isabelle, ai-je dit. Ma voix est sortie rauque. C'est moi. Elle a reculé, serrant son porte-bloc. Excusez-moi. Je pense que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Mais je pouvais la voir. La cicatrice sur sa main gauche allant du pouce au poignet. De la nuit où elle avait saisi une poêle chaude sans gants. Août 1995. Je l'avais conduite aux urgences à 2 heures du matin. 11 points de suture. Ta main, ai-je dit. Mon doigt tremblant. La cicatrice. La poêle. Tu t'es brûlé en faisant une tarte aux pommes. Monsieur. Sa voix était froide maintenant. Je ne vous connais pas. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Elle a marché rapidement vers la sortie. J'ai essayé de la suivre, mais mes jambes étaient comme du plomb. Tout semblait irréel. J'ai atteint les portes juste à temps pour la voir retrouver un homme dehors. Grand, cheveux gris, polo et pantalon chino. Il a mis son bras autour de ses épaules. Elle a jeté un coup d'œil vers le magasin, vers moi. Puis ils ont marché vers une berline blanche garée 3 rangées plus loin. Je suis resté là, les portes automatiques s'ouvrant et se fermant autour de moi. L'air chaud du sud me frappait. 35 degrés. Juillet sur la Côte d'Azur. La chaleur qui faisait toujours se plaindre Isabelle chaque été, disant qu'on devrait déménager quelque part de plus frais. Mais elle ne se plaignait pas maintenant. Elle était vivante, montant dans cette voiture avec un homme qui n'était pas moi. Il lui a ouvert la porte. Elle lui a souri. Ce sourire que je connaissais mieux que mon propre visage. J'ai presque couru vers ma camionnette. Mon vieux Citroën Jumper était garé dans le coin le plus éloigné. Mes mains tremblaient si fort que j'ai fait tomber les clés 2 fois. La voiture blanche sortait du parking, se dirigeant vers l'autoroute. J'ai démarré le moteur. Je suis monté et je les ai suivis. Mes mains tremblaient sur le volant. La femme que j'avais enterrée il y a 6 mois était vivante, et j'étais sur le point de découvrir où elle se cachait. La maison était à Mougins, à 30 minutes de la vie que nous avions construite ensemble à Antibes. J'ai suivi la voiture blanche vers l'est,
puis vers l'intérieur des terres, en restant 3 voitures derrière. Mes mains avaient cessé de trembler. Quelque chose de froid avait pris le dessus. Je n'étais plus en deuil. J'étais en chasse. Ils ont tourné dans un quartier de villa bourgeoise, garage double, jardin soigné, le genre d'endroit où les gens connaissent le nom de leurs voisins. La voiture s'est garée devant une maison de style provençal beige avec des volets blancs. Rien de spécial. L'endroit parfait pour se cacher. Je suis passé devant, j'ai fait le tour du pâté de maisons et je me suis garé 4 maisons plus bas, assez loin pour ne pas être évident, assez près pour voir. Isabelle est sortie portant des sacs Leroy Merlin. L'homme en a pris d'autres dans le coffre. Cheveux gris, polo, chino. Ils bougeaient comme s'ils avaient fait ça 1000 fois. Facile, à l'aise. La porte d'entrée s'est ouverte. 2 enfants sont sortis en courant, un garçon et une fille, peut-être 8 et 10 ans. Papy, tu as pris la peinture? Papy. L'homme a ri et a pris la fille dans ses bras. Isabelle a ébouriffé les cheveux du garçon. Ils sont tous entrés. La porte s'est fermée. Une petite famille parfaite. Je suis resté assis là, le moteur cliquetant en refroidissant. Le soleil de l'après-midi tapait fort. La sueur coulait dans mon dos. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à documenter, photos de la maison, de la voiture blanche. J'ai zoomé sur la plaque d'immatriculation, immatriculée dans le Var. Je l'ai noté dans le carnet de ma boîte à gants. 2 heures ont passé. Le soleil descendait vers les montagnes de l'arrière-pays. À travers les fenêtres, je pouvais les voir bouger à l'intérieur. Les lumières de la cuisine se sont allumées. Isabelle est passée devant la fenêtre, gesticulant comme elle le faisait en parlant. L'homme à table, les enfants courant partout. À 19h30, ils se sont assis pour dîner. Je pouvais les voir par la fenêtre de la salle à manger. Isabelle servant les assiettes, l'homme disant quelque chose qui faisait rire tout le monde. Normal, sain, tout ce que nous avions eu une fois avant qu'elle ne décide de mourir. Je suis resté jusqu'à ce que les lumières s'éteignent, jusqu'à ce que la dernière chambre soit sombre. 23h43, près de 12 heures à regarder la vie que ma femme avait construite sans moi. J'ai démarré le camion et je suis rentré chez moi. Nice à minuit. Rue vide. J'ai pris le chemin le plus long, pas prêt à affronter ma propre maison sombre. Si Isabelle était vivante, qui avais-je enterré? La question tournait en boucle depuis des heures. Il y a 6 mois, je m'étais tenu au bord d'une tombe et je les avais regardés descendre un cercueil. J'avais jeté de la terre dessus. J'avais tellement pleuré que je ne pouvais pas tenir debout sans aide. Mais je n'avais jamais vu le corps. Le cercueil fermé à la veillée funèbre. Thomas me tirant à l'écart, le visage sérieux. Papa, c'est mieux si on ne l'ouvre pas. L'accident était grave. Tu ne veux pas te souvenir d'elle comme ça. Fais-moi confiance. Je lui avais fait confiance. Mon fils, il avait tout géré. Les pompes funèbres, la paperasse, le certificat de décès. Si efficace. Je pensais qu'il était fort pour moi. L'hôpital l'avait appelé en premier. Il avait dit qu'il avait identifié le corps, fait tous les arrangements avant que je ne sache ce qui se passait. J'avais été reconnaissant. Je suis entré dans mon allée à Antibes. La maison était sombre. Elle était sombre depuis 6 mois. Depuis la mort d'Isabelle. Depuis que Thomas m'avait convaincu de garder le cercueil fermé. Je suis resté assis là, le moteur éteint, fixant la porte du garage. Thomas, qui avait géré tous les arrangements. Thomas, qui avait insisté pour que je ne voie pas le corps. Thomas, qui appelait chaque semaine, prenant des nouvelles, s'assurant que je ne posais pas de questions. Mon fils savait. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. À 6 heures du matin, j'ai décroché le téléphone et appelé mon fils. Il a répondu à la 5e sonnerie, la voix pâteuse de sommeil. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Viens à la maison maintenant. Maintenant, papa, il est 6 heures. Thomas. 20 minutes plus tard, il a frappé. Je ne me suis pas levé. C'est ouvert. Il est entré en jean et t-shirt froissé, cheveux en désordre, nerveux, cherchant une réassurance que je n'allais pas lui donner. J'avais imprimé les photos, posées sur la table de la cuisine, la maison à Mougins, la plaque d'immatriculation, Isabelle avec l'homme aux cheveux gris et les enfants. Assieds-toi, ai-je dit. Il a regardé les photos.
La couleur a quitté son visage. Papa, je peux expliquer. N'explique pas, dis-moi juste la vérité. Tout. Sa main tremblait alors qu'il prenait la photo d'Isabelle, la reposant soigneusement. Comment as-tu? Je l'ai vue hier chez le roi Merlin. Ta mère, la femme que j'ai enterrée il y a 6 mois. Je me suis penché en avant. Dis-moi tout. Et si tu m'en ne serait-ce qu'une fois? D'accord. Il s'est effondré sur la chaise, a mis sa tête dans ses mains. D'accord. Et il m'a raconté. Il l'a découvert il y a 3 ans. Des doubles dépenses sur les cartes de crédit. Il a confronté sa mère. Elle a tout admis. L'homme à Mougins. 20 ans ensemble. Elle voulait sortir mais ne voulait pas partager les biens dans un divorce. Les magasins avaient 800 000 € de dettes. Papa, si vous aviez tout partagé, il ne serait rien resté. Alors, tu l'as aidé à simuler sa mort. Il a tressailli. Il y avait cette femme sans abri, Martine Durand. Cancer en phase terminale. Maman a offert 50 000 € à sa nièce. Martine s'est fait admettre à l'hôpital sous le nom de maman. Elle est morte 3 jours plus tard du cancer. Vous avez acheté un cadavre. Mes mains pressées à plat sur la table. Tu m'as fait enterrer une inconnue. Papa, les signatures, mes signatures sur les documents de vente. Il ne pouvait pas me regarder. 15 J'ai imité ta signature. Vendu 2 magasins. L'argent, 2,3 millions de tes comptes, 4,1 millions des entreprises. Sa voix est devenue plus petite. Je t'ai donné 2200 € par mois. Je pensais que tu... Je me suis levé, la chaise a raclé le sol. Tu pensais voler le travail de toute ma vie. Aider ta mère à simuler sa mort. Me laisser avec rien. On allait te le dire un jour. Sors. Papa, s'il te plaît. Sors de ma maison. Ma voix tremblait, pas de tristesse, de rage. Tu n'es plus mon fils. Mon fils est mort avec ta mère. Sors. Il s'est levé, les larmes coulant. Papa, je t'aime. Une erreur, c'est oublier un anniversaire. Ce que tu as fait, c'est me trahir pendant des années. Sors. La porte s'est fermée derrière lui. J'ai entendu sa voiture démarrer. S'éloigner. Je suis resté là, seul. La maison ressemblait à un tombeau. Tous les deux m'avaient trahi. Ma femme, mon fils. Mais je n'allais pas disparaître en silence. Plus maintenant. J'ai passé 3 jours dans le noir. Je n'ai pas répondu au téléphone. Je n'ai pas mangé. Juste assis là à fixer 43 ans de mensonges. Mais le 4e jour, quelque chose a changé. Le deuil s'est transformé en rage et la rage en détermination. J'ai pris mon téléphone et tapé détective privé Nice. Agence Luc Morel. Une adresse en centre-ville. Pas de site web, tape à accent grave l'œil. Juste 30 ans d'expérience, ancien de la PJ. Discret, efficace. J'ai appelé. Une voix rauque a répondu. Morel, j'ai besoin d'aide. Ils en ont tous besoin. Passé à 14 heures. Le bureau était petit, encombré, sentait le vieux café. Luc Morel était assis derrière un bureau empilé de dossiers. Soixantaine, chauve, chemise à manches courtes. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai besoin de tout savoir sur quelqu'un. Conjoint infidèle? Conjoint mort. Sauf qu'elle n'est pas morte. Il s'est adossé. Ça, c'est une sacrée histoire. Racontez-moi. Alors je l'ai fait. Les funérailles, le roi Merlin, Mougins, les aveux de Thomas, tout. Luc écoutait, prenant des notes. Quand j'ai fini, il a sifflé. Monsieur Michel, en 30 ans de métier, j'en ai vu beaucoup. Mais ça, c'est autre chose. Pouvez-vous m'aider? Je peux l'enterrer. 5 000 € d'acompte. 5 000 autres quand je remets le rapport. J'ai fait le chèque. Combien de temps? Donnez-moi 1 semaine. 7 jours. Je suis retourné au travail. Rénovation d'entrepôt. Électricité, CVC. Faisant les gestes machinalement, mais mon esprit était ailleurs. Au 8e jour, Luc a appelé. J'ai tout.
Passé. Le dossier qu'il m'a tendu était épais. Je l'ai ouvert, debout. Des photos. Isabelle et l'homme aux cheveux gris. Faisant les courses, prenant un café, vivant normalement. Bernard Mercier, a dit Luc. 52 ans, agent d'assurance retraité. Avec votre femme depuis 20 ans. Ses enfants sont ses petits-enfants d'un mariage précédent. Bernard Mercier. Enfin un nom pour l'homme qui avait volé ma femme. Relevé bancaire. 3 comptes sous Isabelle Lefebvre et Sylvie Martin. 2,3 millions au total. Retrait mensuel de 8 000 € en moyenne. 2 identités. Luc a continué, peut-être plus. Le nom Martin vient de Léon C., un faussaire connu. Fait de faux documents, acte de naissance, permis, carte vitale. Ensuite. 207 appels entre le numéro de Thomas et un numéro enregistré au nom de Sylvie Martin. Avant, pendant et après la mort simulée, a dit Luc. Votre fils savait tout. J'ai feuilleté les pages. Documenté, prouvé, réel. Il y a autre chose. La voix de Luc est devenue plus calme. J'ai creusé dans le passé de votre femme. Avant vous, il y avait Richard André. Marié en 76. Mort dans un accident de voiture en 80. Elle a touché 300 000 € d'assurance vie. Il a marqué une pause. Ça pourrait être un schéma qui vaut la peine d'être examiné. La pièce semblait plus froide. Vous pensez? Je pense que ça vaut le coup de regarder, mais c'est votre décision. J'ai fermé le dossier. J'ai besoin d'un avocat. Maître Sophie Lenoir, droit pénal et fraude civile. Vous voulez que j'appelle? Oui. Le cabinet de Sophie Lenoir était professionnel. 10e étage, vert et chrome. Elle portait un tailleur gris. Poignée de main ferme. Réel. Monsieur Michel. Luc m'a briefé. Quelle situation? Pouvez-vous m'aider? Je peux les détruire. Fraude, faux et usage de faux, usurpation d'identité, recel de cadavres, 8 à 15 ans de prison chacun. Je veux récupérer chaque centime et je veux qu'il fasse face aux conséquences. Alors nous avons besoin de preuves. Le rapport de Luc est excellent, mais nous avons besoin des aveux de votre fils enregistrés cette fois. Je l'ai déjà fait avouer. J'en ai besoin enregistré. Audio ou vidéo si possible. Pouvez-vous faire ça? Le faire parler à nouveau. J'ai pensé à Thomas, mon traître. Mon fils. Oui, ai-je dit doucement. Je peux faire ça. 2 jours plus tard, j'ai appelé Thomas. Fils, on peut parler? Peut-être au déjeuner. Sa voix semblait impatiente, pleine d'espoir. Oui, papa. Où tu veux. La brasserie sur la promenade. Mardi, 13 h. Je serai là. Après avoir raccroché, j'ai regardé l'enregistreur numérique que Sophie m'avait donné. Petit, fin, activé par la voix. Il tenait parfaitement dans ma poche de veste et capturerait chaque mot. Mardi à midi, j'ai conduit jusqu'au restaurant, un endroit chic avec des nappes blanches et une atmosphère calme où les conversations ne portaient jamais. Je suis arrivé tôt, j'ai choisi une table dans un coin, testé l'enregistreur et l'ai glissé dans ma poche intérieure. J'ai gardé ma veste. La pièce était assez fraîche pour que ça paraisse naturel. Thomas est arrivé exactement à 13 h. Il s'était habillé avec soin, chemise boutonnée, rasé de près, essayant d'avoir l'air respectueux, essayant d'avoir l'air de s'en soucier. Il s'est glissé sur la banquette en face de moi. Papa, merci de. Commande d'abord, ai-je dit, gardant ma voix neutre. Ni chaude ni froide. Nous avons commandé des plats. Aucun de nous n'a beaucoup mangé. Quand le serveur est parti, je me suis penché en avant. J'ai besoin de tout comprendre depuis le tout début, chaque détail. D'accord, il a pris une inspiration. Par où veux-tu que je commence? Il y a 3 ans quand tu as découvert. Il m'a raconté à nouveau, mais cette fois je suis resté calme. J'ai posé des questions, clarifié des détails et me suis assuré que chaque mot était clair pour l'enregistrement. Il a expliqué les doubles dépenses de carte de crédit, la confrontation avec sa mère et son aveu concernant Bernard Mercier. 20 ans ensemble, elle voulait sortir mais refusait de partager les biens. Les magasins coulaient papa. 800 000 de dettes. Les fournisseurs menaçaient de procès.
Si vous divorciez, si tout avait été liquidé et divisé, nous aurions tout perdu. Alors, elle a suggéré de simuler sa mort. Elle a fait des recherches sur le régime de la communauté des biens et les successions. Si tu croyais qu'elle était morte, tu hériterais de tout directement. Pas de partage, pas d'avocat. Et Martine Durand. Maman l'a trouvée par l'intermédiaire de Léon, un homme qui fait de faux papiers. Martine était sans abri. Cancer stade 4, des semaines à vivre. Maman a offert 50 000 € à la nièce de Martine. Martine s'est fait admettre à l'hôpital sous le nom de maman. Utilisant des documents créés par Léon, oui, acte de naissance, carte vitale, Martine est allée aux urgences de Cannes en tant qu'Isabelle. 3 jours plus tard, elle est morte du cancer. Et les pompes funèbres ont identifié le corps. J'ai dit que c'était trop traumatisant pour toi. Cercueil fermé. Les signatures. 15 documents. J'ai pratiqué ta signature pendant des semaines. Vente d'entreprise, transfert de compte. 2,3 millions des comptes joints, 4,1 millions de la vente de 2 magasins. J'en ai gardé un en activité pour que ça ait l'air légitime, et les 2200 par mois. Je pensais que c'était assez. Parle-moi de Richard André. Il s'est figé. Quand j'ai fait des recherches sur le passé de maman, j'ai trouvé son premier mariage. Richard André mort en 1980. Elle était le seul témoin et a touché l'assurance. Quand j'ai appris comment il est mort, j'ai eu peur. Peur qu'elle puisse te faire du mal si tu savais. C'est pour ça que j'ai accepté. L'enregistreur a tout capturé. On peut arranger ça, a demandé Thomas doucement. Y a-t-il un moyen de réparer les choses? J'ai regardé mon fils, l'homme qui m'avait trahi, le garçon que j'avais élevé. On verra, ai-je dit. J'ai laissé de l'argent sur la table et je suis sorti avec tout ce dont j'avais besoin. Chaque mot, chaque détail enregistré. Sophie déposerait plainte le lendemain matin. Thomas pensait que j'étais clément. Il n'avait aucune idée. 2 semaines. C'est le temps dont Sophie a eu besoin pour déposer la plainte, obtenir les ordonnances du tribunal et geler les comptes. 2 semaines pour que la machine judiciaire commence à broyer. Et maintenant, debout sur le seuil de cette maison de Mougins avec les avis juridiques en main, j'étais prêt. La sonnette a résonné dans la maison. 15 heures un dimanche après-midi, j'ai entendu des pas. Puis la porte s'est ouverte. L'homme aux cheveux gris se tenait là, celui que j'avais vu avec Isabelle. De près, je pouvais voir les rides autour de ses yeux, la confusion sur son visage. « Je peux vous aider ? » « Je cherche ma femme, ai-je dit. Isabelle. Sa confusion s'est approfondie. Je ne connais personne de ce nom. Bernard Mercier. J'ai utilisé son nom, délibérément regardé le tressaillement. J'ai besoin de parler avec Isabelle. Ou devrais-je l'appeler Sylvie? Derrière lui, j'ai entendu quelque chose tomber, du verre se briser. Puis elle est apparue dans le couloir et toute la couleur a quitté son visage. Bonjour, Isabelle. J'ai dit que ça faisait un moment, 6 mois pour être exact. Bernard regardait entre nous. Sylvie, tu connais cet homme? Son nom n'est pas Sylvie, ai-je dit. C'est Isabelle Marie Lefebvre, ma femme. Mariée depuis 43 ans en avril dernier. Ce n'est pas possible. Bernard bégayait. Nous sommes mariés depuis 20 ans. C'est Sylvie Martin. Elle. Montre-lui ta main gauche, Isabelle. Elle l'a cachée derrière son dos, mais j'avais déjà vu la panique dans ses yeux. La cicatrice, ai-je continué, d'une poêle en fonte à Noël 1995. Ou le grain de beauté sur ton omoplate droite. Ou ton petit doigt tordu depuis ce match de volley en 89. J'ai regardé Bernard. Demandez-lui. Voyez si je mens. La voix d'Isabelle est sortie comme un murmure. Michel, s'il te plaît. S'il te plaît quoi? S'il te plaît va-t'en. S'il te plaît, fais semblant de ne pas m'avoir vu acheter de la peinture chez le roi Merlin. S'il te plaît, oublie que j'ai enterré quelqu'un d'autre à ta place. Bernard a saisi le cadre de la porte pour se soutenir. De quoi parle-t-il? J'ai sorti les documents juridiques, les étendus. C'est pour vous. Isabelle Lefebvre, aussi connue sous le nom de Sylvie Martin. Les charges incluent fraude à l'identité, faux, recel de cadavres, escroquerie en bande organisée et bigamie. Bigamie,
La voix de Bernard s'est brisée. Elle est mariée à nous deux, ai-je dit. Elle l'est depuis 20 ans. Crime passible de prison et d'amende. Le monde semblait basculer. Le visage de Bernard est devenu blanc. Isabelle a tendu la main vers lui, mais il a reculé. Il y a plus, ai-je dit, regardant son visage. Avant moi, il y avait Richard André, marié en 1976, mort dans un accident de voiture bien pratique en 1980. Isabelle était le seul témoin. Paiement de l'assurance 300 000 €. J'ai fait une pause, laissant l'information s'imprégner. Un sacré schéma. Vous ne diriez pas, Bernard? Le premier mari meurt dans un accident, le deuxième meurt pour qu'elle puisse voler son argent, et vous? Eh bien, vous êtes toujours en vie pour l'instant. Bernard a reculé en titubant. Les freins de ma voiture le mois dernier. Espèce de... Isabelle s'est jetée en avant, mais Bernard l'a retenue. Tu ne comprends pas. J'aimais. Ne. Ma voix a coupé l'air comme un couteau. N'ose pas dire que tu as aimé qui que ce soit. Tu as acheté un cadavre, Isabelle, une femme sans abri mourante nommée Martine Durand. Payé 50 000 € pour son corps. Fait forger mes signatures par notre fils. Volé 2,3 millions de nos comptes. Pris 4,1 millions de l'entreprise que j'ai bâtie de mes propres mains. M'a laissé avec 2200 € par mois pendant que tu jouais à la dinette avec lui. Bernard tremblait maintenant. Sylvie, dis-moi que ce n'est pas vrai. Mais elle ne pouvait pas. Les mensonges étaient finalement épuisés. J'ai placé les avis juridiques sur la rambarde du porche. Tous vos comptes sont gelés. Tous vos biens sont saisis. Des mandats ont été émis pour votre arrestation et celle de Thomas. Je me suis tourné vers Bernard. Je suis désolé que vous soyez pris là-dedans, monsieur Mercier. Vous êtes une victime, aussi. Les coordonnées de mon avocate sont en bas de ces documents. Elle peut vous aider à récupérer ce qui est à vous. Je suis retourné à mon camion. Derrière moi, j'entendais Isabelle sangloter. Le silence stupéfait de Bernard. De l'autre côté de la rue, une voisine se tenait sur sa pelouse à regarder. Madame Durand, selon le rapport de Luc. Bien. Que tout le quartier voit. Je démarrais quand mon téléphone a sonné. Sophie, c'est fait, a-t-elle dit. Les mandats d'arrêt sont actifs. Tout est en mouvement. Dans le rétroviseur, Isabelle était à genoux sur le perron. Le mensonge parfait qu'elle avait construit pendant 43 ans s'effondrait autour d'elle, et ce n'était que le début. L'appel est arrivé à 6h15 le lendemain matin. Ashley, elle criait. Ils l'ont pris. Ils ont menotté Thomas et l'ont emmené. Je me suis assis dans mon lit, j'ai allumé la lampe. Ma voix est sortie plate. Demande-lui ce qu'il m'a fait d'abord. C'est ton fils. Comment peux-tu? Il a cessé d'être mon fils quand il a aidé sa mère à voler 7 millions et à simuler sa mort. J'ai raccroché. Selon Sophie, Thomas avait essayé de virer 800 000 € vers une banque au Paraguay à minuit. La transaction a été signalée et bloquée. Quand la police s'est présentée à sa porte à 5h30 ce matin-là, il faisait sa valise. Il était détenu sans caution, risque de fuite. Mercredi à 14h, ils ont arrêté Isabelle. Je n'étais pas là pour le voir, mais Luc m'a envoyé les détails. Elle était dans un magasin bio à Mougins, achetant des courses comme si de rien n'était. 2 officiers se sont approchés d'elle au rayon fruits et légumes. Elle a essayé de courir, elle est allée jusqu'au parking avant qu'ils ne l'attrapent. Tous ses comptes étaient gelés. La maison de Mougins a été saisie. Bernard a été laissé debout dans les décombres d'une vie construite sur des mensonges. Je l'ai rencontré vendredi dans un café près du centre-ville. Il avait l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. Moi non plus. Je ne sais même pas comment l'appeler, a-t-il dit, fixant son café intact. Sylvie. Isabelle. Qui était-elle? Une fraude, ai-je dit. C'est tout ce qu'elle a jamais été. Il a hoché la tête lentement. Elle m'a dit que son nom était Sylvie Martin. Sa date de naissance sur tous ses documents était différente de ce que vous avez dit. 14 mai, pas 2 mars. Combien d'autres y en a-t-il eu? Je me suis demandé à voix haute. Luc avait confirmé une 3e identité ce matin-là. Une propriété près de Bordeaux, achetée sous le nom de Sylvie Martin en 1998. Un petit appartement payé en espèces.
La main de Bernard tremblait en soulevant sa tasse. Je n'arrête pas de penser à ma voiture, les freins qui ont lâché le mois dernier. Le mécanicien a dit qu'on aurait dit que le câble avait été coupé. Vous auriez été le prochain, ai-je dit doucement. Tout comme Richard André. Il a croisé mon regard. Tout comme vous étiez censé l'être. Nous sommes restés assis en silence un moment. Deux hommes qui avaient aimé la même femme. Deux hommes qu'elle avait détruits. Je vais témoigner, a dit Bernard finalement. Peu importe ce dont ils ont besoin de moi, je le donnerai. Moi aussi. Sophie a appelé ce soir-là avec des nouvelles. Thomas avait accepté une négociation de peine, 5 ans de prison ferme, en échange d'une coopération totale et d'un témoignage contre Isabelle. Sans l'accord, il aurait risqué 8 à 10 ans. Isabelle a refusé de plaider coupable. Elle voulait un procès. Mais le lien avec Richard André avait tout changé. Le schéma de comportement, les paiements d'assurance vie, les morts suspectes. Le procureur demandait 15 ans, peut-être plus. Ashley a demandé le divorce ce matin, a ajouté Sophie. Elle prétend qu'elle ne savait rien de tout ça. Le savait-elle? Est-ce que ça compte? Elle se protège maintenant? Cette nuit-là, je suis rentré chez moi avec un message vocal. Thomas appelant depuis la maison d'arrêt. Papa, s'il te plaît. Sa voix était brisée, désespérée. Je sais que je ne le mérite pas, mais s'il te plaît, j'ai besoin de te parler. J'ai besoin d'expliquer. J'ai fixé la lumière clignotante sur la machine pendant un long moment. Puis je l'ai effacée. Pas encore. Je n'étais pas encore prêt, mais je savais que je devrais l'affronter un jour au tribunal. 3 mois ont passé. 3 mois de déposition, de dossiers juridiques, Sophie construisant un dossier en béton. J'ai rendu visite à Thomas une fois après 6 semaines de détention. C'était bref, douloureux, nécessaire. Je ne t'ai pas pardonné, lui ai-je dit à travers la vitre du parloir. Mais je ne t'abandonnerai pas, a-t-il pleuré. Je suis parti. Et maintenant, assis dans une salle d'audience du tribunal de Nice, je regardais la dissolution formelle de ma famille se jouer sous les lumières fluorescentes. L'audience de Thomas est venue en premier. Il se tenait devant le juge, menotté. Il paraissait 20 ans plus vieux qu'il y a 4 mois, 5 ans de prison ferme. Le juge a annoncé, éligible à une libération conditionnelle après 2 ans et demi sous réserve de bonne conduite. Thomas s'est tourné vers moi. Papa, je suis tellement désolé pour tout. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Le procès d'Isabelle a duré 2 semaines. Les preuves étaient accablantes. La documentation de Luc, les relevés bancaires, les aveux enregistrés, le témoignage de Léon Le Faussaire, la déclaration de Bernard sur la fausse identité. Le procureur a tout exposé pièce par pièce, construisant un dossier si solide qu'il n'y avait aucune place pour le doute. Quand ils m'ont appelé à témoigner, j'ai marché jusqu'à la barre et j'ai regardé directement Isabelle. Elle ne voulait pas croiser mon regard. Pendant 43 ans, ai-je commencé, j'ai cru construire une vie avec quelqu'un que j'aimais. J'ai travaillé 70 heures par semaine. J'ai mis chaque euro gagné dans notre avenir. Je lui ai fait confiance avec tout ce que j'avais. J'ai fait une pause. Elle a tout volé, pas seulement l'argent. Elle a volé ma capacité à faire confiance, à croire en quoi que ce soit de bon. Elle a volé les années que j'ai passées à pleurer une femme qui était vivante et se moquait de moi tout ce temps. Bernard a témoigné ensuite. Il a parlé des mensonges, de la fausse identité, de la réalisation qu'il avait été une cible depuis le début. Je ne sais plus qui je suis, a-t-il dit doucement. Tout ce sur quoi j'ai bâti ma vie était une fiction. Le jury a délibéré pendant 3 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Usurpation d'identité, faux, escroquerie, recel de cadavres, bigamie. La sentence est tombée une semaine plus tard. Thomas. Le juge a lu 5 ans de prison ferme. Thomas a hoché la tête, a été emmené. Isabelle Marie Lefebvre, aussi connue sous le nom de Sylvie Martin. Le juge a continué, la voix dure. Vous avez montré un schéma d'exploitation s'étendant sur des décennies. De Richard André en 1980 à l'homme devant moi aujourd'hui, vous avez bâti votre vie sur la tromperie et le vol. Le tribunal vous condamne à 15 ans de réclusion criminelle. Vous ne serez pas éligible à la libération conditionnelle pendant les 10 premières années de votre peine. Le visage d'Isabelle est devenu blanc. Non. Non, s'il vous plaît.
De plus, a ajouté le juge, vous êtes condamné à verser des dommages et intérêts d'un montant de 7,2 millions d'euros à monsieur Michel et les dommages associés à monsieur Mercier. Les gendarmes ont bougé pour escorter Isabelle dehors. Alors qu'il la conduisait devant mon rang, elle s'est tournée et m'a regardé une dernière fois. Je n'ai pas regardé en arrière. À l'extérieur du tribunal, les journalistes grouillaient. Je me suis frayé un chemin jusqu'à ma camionnette. Bill, un ami, m'attendait à la portière. « Tu as bien fait, Michel » a-t-il dit. « Vraiment ? Mon fils allait en prison. Ma femme y mourait, mais j'étais libre. Et j'étais fatigué. Si fatigué. Je voulais juste rentrer chez moi, où que ce soit maintenant. » Un an plus tard, je me tenais dans mon atelier dans l'arrière-pays niçois, ponçant une bibliothèque sur mesure pour une institutrice retraitée. Le travail était honnête. L'odeur du bois était propre. Et cette vie était la mienne. J'étais tombé dans une routine. Café avec Bill à 6h30 tous les matins. Travail à l'atelier jusqu'à midi. Une randonnée dans les collines l'après-midi. Juste moi dans le silence. Simple, délibéré, libre. L'appel est arrivé un mardi. Thomas appelant depuis la Bretagne. « Salut, papa. J'ai posé mon rabot. Thomas, je suis sorti la semaine dernière. Bonne conduite. 2 ans et demi au lieu de 5. Je sais, Sophie me l'a dit. Une pause. Puis, je travaille pour une entreprise de menuiserie ici. Une petite boîte. Il connaissait mon casier et m'ont embauché quand même. Sa voix était plus stable que je ne l'avais entendue depuis des années. Je vois quelqu'un, une institutrice. Elle s'appelle Rachel. C'est une femme bien, papa. Bien. J'aimerais que tu la rencontres un jour, si tu es prêt. J'ai regardé par la fenêtre vers les montagnes. Peut-être un jour. Ce n'était pas le pardon, pas encore. Mais c'était une porte laissée ouverte. C'était assez pour l'instant. Le recouvrement financier avait pris 8 mois à finaliser. 7,2 millions d'euros. Sophie m'a aidé à bien placer ça. 5 millions sont allés dans des investissements prudents, générant environ 18 000 euros par mois de revenus passifs, plus qu'assez pour vivre. 1,5 million sont restés en épargne. 300 000 que j'ai donnés à des associations qui aident les victimes d'abus financiers et de fraude envers les aînés. La menuiserie n'était pas pour l'argent. C'était pour faire quelque chose de vrai de mes propres mains, quelque chose qui ne pouvait pas être falsifié ou volé. Bernard et moi nous retrouvions pour un café une fois par mois. Nous ne parlions plus beaucoup d'Isabelle. Nous parlions de pêche, de foot, de la gentillesse banale de la vie qui avance. Des lettres arrivaient de la prison pour femmes toutes les quelques semaines. L'écriture d'Isabelle sur les enveloppes. Je les jetais sans les ouvrir. Il n'y avait rien qu'elle puisse dire que j'ai besoin d'entendre. J'ai fini la bibliothèque un vendredi après-midi, je l'ai chargée dans mon camion et je l'ai livrée à Madame Hernandez. Elle a pleuré quand elle l'a vue, m'a payé 300 € et m'a donné des confitures maison. Sur le chemin du retour, je suis passé par les hauteurs de Nice. La ville scintillait au loin, toute cette lumière, ce bruit et cette performance. J'avais l'habitude de vivre dans cette ville. Je pensais que c'était chez moi. Elle ne me manquait pas. Ma maison dans l'arrière-pays était petite, 80 mètres carrés, une chambre, un garage que j'avais converti en atelier. Pas de dette, pas de fantôme, juste un endroit qui était à moi. Les gens m'ont demandé si ça en valait la peine. Détruire ma famille, envoyer mon fils en prison, tout prendre à la femme que j'avais aimée pendant 43 ans. Et je leur ai dit que je n'avais pas détruit ma famille. Ils ont fait ça. J'ai juste refusé de les laisser me détruire aussi. J'ai 67 ans. J'ai perdu 4 décennies pour un mensonge. Mais maintenant j'ai quelque chose que je n'ai jamais eu auparavant. La vérité. Ma propre vérité. Une vie bâtie sur l'honnêteté, pas la tromperie. Et la dignité. Toujours la dignité. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour exiger ce que vous méritez. Jamais trop tard pour se choisir soi-même. Et jamais trop tard pour recommencer. Certains appellent ça la vengeance. J'appelle ça la justice. Mais vraiment, c'est juste la liberté. Et ça vaut plus que tout. En regardant mon histoire, je vois un homme qui a gaspillé 43 ans à faire confiance aveuglément. Ne soyez pas comme moi.
N'ignorez pas les signaux d'alarme. Ne laissez pas la loyauté devenir de la bêtise. Quand quelque chose semble faux, faites confiance à votre instinct. Dieu nous a donné des instincts pour une raison. Les leçons que j'ai apprises à la dure. Premièrement, vérifiez tout, même venant des gens que vous aimez. Deuxièmement, protégez-vous légalement et financièrement, toujours. Troisièmement, il n'est jamais trop tard pour demander justice. Dieu ne récompense pas les victimes qui restent silencieuses. Il honore ceux qui se battent pour la vérité. Ce n'est pas juste une autre de ces histoires de grand-père qu'on entend et qu'on oublie. C'est une histoire vraie qui m'a coûté 4 décennies, mais elle m'a appris quelque chose d'inestimable. La dignité compte plus que la paix. Dieu m'a béni avec une seconde chance à 67 ans, et je l'ai saisie. C'est le vrai message ici. Parmi toutes les histoires vraies qui existent, la mienne peut sembler extrême, mais c'est une histoire qui arrive plus souvent qu'on ne le pense. La fraude envers les aînés, la trahison familiale, l'abus financier, c'est partout. Ne laissez pas cela vous arriver. Et souvenez-vous, Dieu voit tout. Les mensonges, le vol, la trahison. Mais il voit aussi votre force quand vous choisissez de riposter. C'est là que les miracles se produisent. C'est mon histoire vraie. Une des nombreuses histoires qui prouvent qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa vie en main. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Laissez un commentaire ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux. Votre histoire compte aussi. Soutenons-nous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse tous.